Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et entre une capsule spatiale franco-allemande qui se rapproche de son premier vol, le lanceur réutilisable Neutron qui progresse aussi, Blue Origin qui se prépare à aller sur la Lune, la Chine sur la Lune, plein d'images inédites et encore d'autres, on peut dire que les actualités spatiales de ces 2 dernières semaines auront été tout sauf ennuyeuses. Alors, comme d'habitude, je vous propose de rattraper ensemble l'essentiel à grands coups des images les plus fascinantes. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode si vous désirez me soutenir. Sur ce, pour commencer en douceur, je vous propose de parler de station spatiale. Ce 25 avril, l'entreprise américaine GravityX annonçait travailler en partenariat avec l'US Space Force sur un projet de station spatiale à but militaire. Ce 25 avril, l'entreprise américaine GravityX annonçait travailler en partenariat avec l'US Space Force, et ce, sur un projet de station spatiale à but militaire. Si GravityX n'est pas la seule entreprise dans ce cas, et que les ambitions précises de la Space Force restent encore assez floues, on sait néanmoins que l'objectif est, à terme, de disposer de plateformes pouvant être déployées rapidement et en étant suffisamment flexibles en fonction des besoins. Notez toutefois que c'est encore un avenir lointain. Aucun projet particulier n'a encore été sélectionné, et l'un dans l'autre, nous n'en sommes encore qu'au premier pas en matière de stations spatiales fournies par des entreprises indépendantes. Mais le lendemain, c'était une actualité pour le coup assez originale qui allait avoir lieu. La prise de cette photo prise par le satellite ADRA-CJ, satellite lancé le 18 février, et dédié à l'inspection des débris spatiaux. Cette photo, qui permet entre autres de démontrer les capacités du satellite en termes de rendez-vous avec des débris, montre ainsi un second étage de lanceur japonais H2A, exemplaire lancé en 2009. Si ça permet ainsi de mieux comprendre le vieillissement des débris spatiaux, ce satellite développé par Astroscale devrait aussi, et surtout, ouvrir la voie à de nouvelles techniques de désorbitation de certains débris spatiaux, surtout les plus gros, d'ici quelques années. Mais le même jour, c'était du côté du spatial français que les choses allaient bouger. Le CNES, l'agence spatiale française, lançait en effet un appel d'offres pour trouver un remplaçant désirant exploiter le pas de tir du lanceur russe Soyouz installé sur le site de Kourou, en Guyane. Pas de tir qui est désormais obsolète, ArianeGroup ne servant plus d'intermédiaire pour commercialiser ce lanceur, et qui devra donc maintenant être réutilisé pour un autre lanceur. Le lendemain, le 27 avril, c'étaient les premières images prises par l'observatoire à rayon X Einstein Probe, fruit d'une collaboration entre les agences spatiales chinoises et européennes, qui allait être publiées. Trous noirs, étoiles à neutrons et autres événements produisant de grandes quantités de rayons X seront ainsi le terrain de jeu du télescope, dont la mission primaire devrait durer au moins 3 ans. Mais ces derniers jours, on allait aussi bien reparler de SpaceX. Dès Dakar, ce 4 mai, l'entreprise d'Elon Musk dévoilait pour la première fois sa combinaison dédiée aux sorties dans l'espace. Assez comparable à la version classique et utilisée uniquement dans la capsule Dragon Crew, cette nouvelle combinaison permettra à des astronautes de s'offrir une sortie spatiale depuis la capsule et devrait être inaugurée lors de la mission touristique Polaris Dawn attendue durant l'été. Dans un autre style, le 28, SpaceX toujours annonçait désormais vouloir viser la quarantaine de réutilisations pour les lanceurs Falcon 9 et leur coiffe, lanceurs dont les premiers exemplaires atteignent la vingtaine de vols, doublant au passage leur objectif initial de 20 à 25 vols. Et il faut dire que les Falcon 9 s'avèrent particulièrement fiables, et que tant que le matériel marche, il n'y a aucune raison de s'en débarrasser. D'ailleurs, en parlant de choses qui marchent, les actualités semblent aussi s'enchaîner pour l'entreprise américaine d'origine néo-zélandaise Rocket Lab, déjà connue pour son petit lanceur Electron, dont un premier exemplaire devrait être réutilisé pour la première fois d'ici quelques temps. Déjà, on notera que l'entreprise travaille activement sur le second exemplaire de leur plateforme pour Varda Space, qui expérimente notamment la fabrication de médicaments en orbite. Mais aussi, et surtout, l'entreprise avance à pas de géant sur son futur lanceur Neutron. Capable d'emporter de 8 à 13 tonnes en orbite basse en version réutilisable et 15 en non réutilisable, le lanceur devrait voler pour la première fois dans le courant de l'année prochaine au plus tôt. Et ce léger retard est facilement explicable. À contre-courant de ce qui se fait de plus en plus dans l'industrie et du spatial, pour le meilleur et pour le pire, Rocket Lab a fait le choix de développer le moteur de son lanceur, moteur baptisé Archimède, en testant chaque composant un à un.
Ainsi, alors que les premiers exemplaires d'Archimède sortent de l'assemblage et que l'usine de neutrons est en construction, les premiers essais de moteurs complets devraient bientôt débuter, avec des moteurs dont la fiabilité devrait ainsi être déjà bien plus poussée. Mais ça, les prochains mois se chargeront de nous apprendre si c'était un bon pari ou non. Car il n'y a pas que Rocket Lab qui avance sur de gros projets. De son côté, Blue Origin travaille en effet activement sur son premier atterrisseur lunaire en version cargo, atterrisseur qui ouvrira la voie à un atterrisseur capable d'emmener des humains sur la Lune d'ici quelques années. Ainsi, avec un premier vol attendu en 2025, les premiers éléments de l'atterrisseur commencent enfin à arriver, comme notamment ces petits propulseurs dont le travail sera de contrôler l'orientation de l'atterrisseur. Mais une autre entreprise qui avance aussi rapidement ces derniers temps, c'est la franco-allemande The Exploration Company. Pour rappel, elle développe notamment la capsule spatiale Nix, qui pourra aussi bien servir de cargo spatial que de capsule habitée à l'avenir, avec des capacités seulement légèrement inférieures à la capsule Dragon de SpaceX. Dans un premier temps, elle devrait ainsi faire voler un petit démonstrateur lors du vol inaugural d'Ariane 6, avant de passer à un second modèle un peu plus grand mais toujours plus petit que l'original, et qui devrait voler en 2025. L'entreprise, qui vient notamment d'engager le directeur du vol habité de Blue Origin pour ses opérations en Amérique, continue ainsi activement le développement de sa capsule avant qu'un premier exemplaire à taille réelle ne s'amarre à la Station spatiale internationale en 2027. Et pour le coup, ce n'était pas la seule entreprise européenne qui allait briller ces derniers temps. On apprenait en effet le rachat de l'américain Intelsat, géant du spatial et des communications géostationnaires créé en 1961, par son concurrent luxembourgeois SES, et ce pour 3,1 milliards de dollars. Pendant ce temps-là, le français Latitude, qui développe le lanceur Zephyr, commence à enchaîner les contrats de lancement que ce soit dans le secteur privé ou avec un contrat avec le CNES. Enfin, on notera que l'allemand RFA pour Rocket Factory Augsburg terminait fin avril d'acheminer le premier exemplaire du premier étage de son lanceur RFA-1 au centre de lancement de Saxavord, au Royaume-Uni, en vue d'une campagne de test puis d'un vol inaugural. Du côté de l'Agence spatiale européenne, c'est la mission Hera et ses deux CubeSats, mission qui ira visiter l'astéroïde Didymos et sa lune Dimorphos, cible de la mission de redirection d'astéroïdes expérimentale DART, ainsi que la mission Comet Interceptor, à travers un essai de vibration sur ses composants, qui continuent activement leur développement. Alors que du côté américain, c'est Europa Clipper qui se prépare tout doucement à décoller. Du côté du spatial chinois, on notera que l'agence spatiale testait fin avril les 4 moteurs du premier étage de leur nouveau lanceur Longue Marche 12, dont le vol inaugural est attendu cette année. Mais on allait aussi pas mal reparler du programme lunaire chinois. Déjà, on notera la fin de vie de l'orbiteur de la mission Tiange 5, qui fut utilisé pour plusieurs tests depuis 2020 et était même pressenti pour une tentative de survol de Vénus. Mais on allait aussi avoir quelques nouvelles du rover Yutu 2, rover dont on sait maintenant qu'il a parcouru plus de 1500 mètres sur la Lune depuis son atterrissage en 2019. Du côté de la mission de retour d'échantillon Tiange 6, lancée le 3 mai qui devrait se poser sur la Lune d'ici quelques jours, on notera que le petit CubeSat pakistanais iCube-Q a été déployé avec succès et a renvoyé ses premières photos. Pour retourner aux États-Unis, on notera la publication par Sierra Space de nouvelles images de la navette Dream Chaser, dont le premier vol dans sa version cargo est attendu dans le courant de l'année, annonçant dans la foulée que la navette a passé avec succès différents essais en vue de son lancement, notamment concernant sa résistance aux vibrations. Toujours aux États-Unis, mi-avril, l'entreprise Astrobotic, travaillant notamment sur les atterrisseurs lunaires Peregrine et Griffin, annonçait son projet de lanceur suborbital réutilisable, avec à la clé comme objectif de proposer une plateforme d'essai à l'US Space Force en envoyant des charges utiles expérimentales à la frontière de l'espace, le tout avec un lanceur 100% réutilisable. Pour arriver à la fin de cet épisode, on notera que l'américain United Launch Alliance a signé un contrat pour un second navire de transport de lanceurs, qui doit encore être construit donc, que l'entreprise américaine Stoke Space avance sur le stand d'essai qui lui permettra de tester le premier étage de son lanceur cet été, que le premier exemplaire du lanceur Pallas 1 du chinois Galactic Energy est désormais presque achevé, que le chinois Landspace a réussi un essai de moteur simulant une réutilisation, et que Perseverance a pris ce qui est probablement la dernière photo de son défunt compagnon Ingenuity, alors qu'il continue de s'éloigner de ce dernier. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, et quant à moi, eh bien, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles doses d'espace.